Alors, merci Clara. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lucie Rose, comme l'a dit Clara, je suis neuropsychologue et doctorante, encadrée par Sylvie Chocron et Clara, pas vraiment osé le dire, mais co-encadrée par Clara aussi. Et donc, ma recherche porte sur le développement de l'entraide et de l'altruisme chez les enfants et le lien avec le développement cognitif. Et donc, moi, je ne travaille pas chez le nourrisson, le tout petit, mais chez les enfants un peu plus grands. Donc, je m'intéresse aux enfants à partir de, on va dire, de la maternelle et surtout pour nos protocoles de recherche aux enfants à partir de l'âge vraiment scolaire, donc surtout CE2, CM1, CM2, donc troisième cycle, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ces classes-là. Qui ont un niveau un peu plus homogène de lecture, un peu plus homogène, je ne dis pas homogène, et qui ne sont pas encore au collège, parce qu'on sait qu'au collège, c'est vraiment une histoire très différente en termes d'altruisme, d'entraide, d'interaction sociale avec les pairs. Donc c'est tout aussi intéressant, mais on ne se pose pas cette question-là pour cet axe de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'émergence de la prosocialité chez l'enfant, surtout sur le plan cognitif et sur le plan de la cognition sociale et donc socio-émotionnelle. Et donc, avant tout, parler un peu de cette idée du jeune comme étant spectateur et citoyen. Donc, c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé à préparer cette présentation. Donc, est-ce qu'un jeune citoyen, c'est un jeune prosocial ? Et donc, qu'est-ce qu'être prosocial ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme qu'on entend souvent. On entend souvent parler de prosocialité, d'altruisme, et l'altruisme, surtout, c'est un mot qu'on entend un peu partout, qui est balancé comme ça. On ne sait pas exactement ce qu'on veut dire par là. Et donc, dans cette présentation, en tout cas, quand je vais parler de prosocialité, c'est une action prosociale, donc à l'inverse d'une action donc, sociale qui est vraiment en interaction avec autrui, l'action prosociale a vraiment un bénéfice pour autrui. Donc ça peut être une action qui a un bénéfice pour un individu, ou un bénéfice pour un groupe, ou un bénéfice pour la société au sens large, pour la Terre, pour la planète. Enfin voilà, je pense que vous imaginez bien. Donc ça peut aller de garder la porte ouverte pour quelqu'un derrière nous à ramasser des déchets sur une plage. Et donc le comportement altruiste, nous on l'entend comme un peu une sous-partie du comportement prosocial, parce que c'est un comportement prosocial qui a cet aspect en plus qu'on n'attend pas de récompense personnelle et où l'action est coûteuse. Donc, par exemple, ça va être un enfant qui va être en train de jouer avec des amis, qui va voir quelqu'un qui essaye de rentrer et qui n'arrive pas à ouvrir une porte, et qui va donc poser son ballon de foot et aller ouvrir la porte. Donc c'est coûteux. En fait, ça lui a coûté sa place dans le jeu, ou alors il a dû s'interrompre dans son jeu, mais il est allé aider. Et quand on regarde la littérature développementale chez l'enfant, on voit que c'est souvent lié à de nombreux sujets comme l'empathie. On parle souvent de normes morales et sociales et leurs liens avec l'altruisme ou des différences culturelles. On ne parle pas très souvent de cognition. Et c'est pour ça que nous, on s'intéresse vraiment à cette question-là. Alors, donc, on va parler de l'émergence de la prosocialité et donc ensuite le rôle de la cognition dans cette émergence-là. Et ensuite, donc comme on est ici ensemble avec les enfants de cinéma, je voulais poser un peu la question du cinéma comme un entraînement aux citoyens en devenir, donc comme un entraînement à la prosocialité, à la fois par le film et par le lieu cinéma. Voilà. Et donc terminer par cette image un peu du forum antique et du cinéma comme forum pour l'enfant. Donc si on démarre avec l'émergence de la prosocialité, donc déjà chez les tout-petits, il y a pas mal de recherches sur le sujet. Il y en a 2 que je voulais vous présenter. Donc, à partir de 14 mois et avant 3 ans, donc là, on se focalise vraiment sur les tout-petits, on voit qu'il y a un comportement d'aide spontanée. Donc là, vous avez en haut une étude où, en fait, on a un expérimentateur adulte donc, qui essaye d'accrocher des choses avec des pinces à linge. Et on voit que les tout-petits enfants, quand la pince à linge tombe spontanément, en fait, ils se lèvent, ils vont ramasser la pince à linge et ils la donnent à l'expérimentateur. Donc il y a quand même ce comportement d'aide spontanée qui se met en place assez tôt. Et on voit aussi qu'à partir de 2-3 ans, il y a une vraie préférence démontrée par les enfants pour le comportement prosocial et contre le comportement antisocial.
Et donc là, c'est une étude, je vais vous montrer la vidéo, c'est une étude assez intéressante qui se fait avec des marionnettes. Donc c'est ce qui est utilisé assez souvent avec les enfants de cet âge-là. Et donc là, vous allez voir, vous avez une marionnette qui essaye d'ouvrir une boîte et plusieurs situations où donc une marionnette va aider l'autre à ouvrir la boîte et une autre marionnette va au contraire, vous allez voir, refermer la boîte. Et à la fin, en fait, les enfants doivent choisir la marionnette qu'ils ont préférée. Donc c'est une vraie préférence. Donc cette fois-ci, c'est pas une préférence qu'on mesure par le regard, mais là, ils ont l'âge où justement ils peuvent exprimer, formuler un choix, et ils choisissent les marionnettes. Donc je vais vous montrer la vidéo. Et donc là, c'est une réplication de l'étude initiale. Donc là, vous allez voir. Donc là, vous avez la première marionnette qui arrive, qui essaie d'ouvrir la boîte, qui ne comprend pas comment on ouvre la boîte. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Et voilà, ouf, il y a une marionnette qui arrive qui l'aide. Donc ça, c'est la condition donc, où la marionnette aide, et ensuite on a la condition où la marionnette empêche. Donc là, vous avez de nouveau le petit éléphant qui n'arrive pas à ouvrir la boîte. Voilà, et donc là, la marionnette n'est pas très sympa et empêche d'ouvrir la boîte. Et donc, bien évidemment, les enfants ne voient pas tous la marionnette, le chat noir qui empêche et le chat ou le renard orange qui aide. C'est alterné. Et donc là, clairement, on voit qu'à partir de 2-3 ans, il y a une préférence marquée des enfants pour la marionnette, donc ils vont choisir la marionnette qui a aidé. Donc voilà, on voit des débuts de prosocialité qui se mettent en place chez ces enfants-là. Alors ensuite, on va dire chez les moyens, donc pas les moyens de maternelle, pas les moyennes sections, mais chez les moyens, on va dire les enfants de 6 à 8 ans à peu près, il se passe plein de choses intéressantes. On voit qu'à partir de 6 ans, il y a une vraie réciprocité dans l'échange. C'est-à-dire que je vais donner, je vais partager, mais j'attends quelque chose en échange et je sais que je vais devoir donner quelque chose en échange. Donc il y a une vraie réciprocité qui se met en place et qui est extrêmement importante aussi dans les mises en place des interactions sociales entre les enfants. On voit que dans le comportement altruiste, il y a une vraie préférence qui est en place pour le groupe d'appartenance. Donc le groupe d'amis, ça peut être le groupe classe, enfin, donc dans différents contextes, il y a une préférence pour le groupe d'appartenance des enfants, mais ils commencent déjà à comprendre leurs propres biais. Ils commencent déjà en fait à pouvoir verbaliser pourquoi ils ont donné plus à une personne qu'à une autre et comprendre qu'éventuellement c'est un biais de leur part. Et ensuite, chez les enfants plus grands, donc à 8 ans, il y a une recherche de l'équité dans les répartitions. Et c'est une recherche qui est d'équité, même quand celle-ci est avantageuse pour eux. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que donc, on a des paradigmes expérimentaux où un enfant va se retrouver en face d'un autre et on va leur dire, bon, il y avait 10 stickers, tiens, toi, tu en reçois 8 et l'autre enfant, là-bas, il en a 2. Tu peux décider d'accepter cette répartition ou tu peux la rejeter. Et on voit qu'à partir de 8 ans, en fait, les enfants qui en ont reçu 8 et qui voient l'enfant en face qui en a reçu 2, ils vont rejeter cette répartition-là. Alors, pas 100% du temps, mais en majorité, ils vont rejeter cette répartition-là parce qu'il y a une vraie... ils n'aiment vraiment pas l'inéquité, même quand elle est avantageuse pour eux. Il y a une vraie aversion à l'inéquité. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important dans la mise en place du comportement prosocial et altruiste par la suite. Et enfin, donc je vous disais qu'à partir de 6 ans, il y a cette vraie notion de réciprocité dans l'échange qui se met en place. À partir de 8 ans, les enfants comprennent un peu mieux que la réciprocité, ça peut être différé. C'est-à-dire que je peux aider quelqu'un aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que lui aussi va m'aider ou me donner quelque chose dans la minute. Je peux apporter mon aide aujourd'hui en sachant qu'un jour, plus tard, dans l'avenir, cette personne-là pourra aussi m'aider. Donc, il y a une réciprocité qui est plus immédiate, mais qui peut être différée. Donc, les enfants comprennent que voilà, tout ne se fait pas de manière immédiate dans la prosocialité et dans l'entraide. Donc ça, c'est des choses assez importantes pour plus tard. Mais alors après, on arrive chez les ados. Et à l'adolescence, on voit qu'il n'y a pas de consensus très clair dans la recherche sur comment la prosocialité se développe, comment le niveau d'altruisme va se développer chez les ados.
justement parce qu'il y a une grande question de vers qui on va agir de manière altruiste. Et on voit que les ados agissent vraiment préférentiellement de manière altruiste envers certains groupes et dans différents contextes. Ouais, ils sont très sensibles au contexte là-dessus. Et donc, il n'y a vraiment pas de consensus. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est quand même que vers la fin de l'adolescence, les niveaux d'altruisme et de prosocialité tendent à se stabiliser, donc chez les adolescents typiques, et arriver à un niveau qui va rester assez stable à l'âge adulte. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place graduellement à partir d'un très jeune âge, justement pour que cet altruisme, et en tout cas cette prosocialité, si ce n'est pas de l'altruisme, puisse vraiment se développer et se mettre en place. Alors, et la cognition dans tout ça. Donc, nous, c'est une des grandes questions de recherche qu'on se pose, c'est quel est le rôle de la cognition, quel est le rôle du développement cognitif dans la mise en place de ce comportement prosocial. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur quelques notions, et donc on va en parler, notamment le rôle de l'attention, le rôle du contrôle comportemental, le rôle de la mémoire, le rôle de l'empathie, le rôle de la prise de perspective dans le développement de la prosocialité chez l'enfant. Donc on va parler, je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Donc déjà, le rôle de l'attention. Je vais prendre un exemple. Imaginez, je pense que vous avez tous un peu en tête à quoi peut ressembler une cantine dans un établissement scolaire. Donc imaginez que les enfants sont à la cantine, c'est l'heure du déjeuner, donc c'est souvent assez bruyant. Il y a du bruit, il y a du mouvement, et donc il y a de la voix, il y a le bruit des couverts, le bruit des assiettes, ça bouge un peu dans tous les sens. Et donc imaginez qu'un enfant qui rapporte son plateau glisse et tombe. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que les autres enfants puissent remarquer ? Donc déjà, finalement, pour agir, se lever, aller aider cet enfant, il faut avoir remarqué qu'un enfant était tombé. Donc c'est là qu'intervient l'attention. Donc déjà, il faut pouvoir percevoir qu'il s'est passé quelque chose. Donc c'est souvent des scènes qui sont assez chargées, les cantines, donc en termes, je vous ai dit, de bruit, de mouvement. Donc il faut pouvoir percevoir, bien percevoir ce qui est autour de nous, mais il faut aussi pouvoir orienter du coup son attention au bon endroit et au bon moment. Donc c'est là qu'on voit que l'attention a quand même un grand rôle à jouer dans le fait d'agir de manière prosociale. Et d'ailleurs, certaines études montrent que des enfants qui présentent des difficultés attentionnelles vont avoir des niveaux de prosocialité plus bas, justement parce que pour eux, c'est très difficile d'orienter l'attention vers la personne qui a besoin d'être aidée à un certain moment, ou de comprendre dans quelle situation une personne a besoin d'aide parmi tout un brouhaha. Donc je vais donner l'exemple de la cantine, mais l'exemple de la récré aussi, c'est un exemple qui, je pense, est très parlant pour nombreuses personnes ici. Donc, au-delà de l'attention, on a cette notion de contrôle comportemental. Donc là, on va parler de contrôler son attention, donc pour revenir à ce que je viens de dire, mais aussi contrôler son comportement et contrôler ses émotions. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'autorégulation. Et on voit que cette autorégulation, en fait, elle est nécessaire pour ensuite pouvoir déployer un comportement prosocial, un comportement d'entraide. Et donc la question que se posent certains chercheurs, c'est justement pour activer des normes morales. Donc les normes morales, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire dans une certaine situation. Il faut aussi pouvoir se contrôler et donc pouvoir aider ensuite. Et justement, on a des recherches qui tendent à montrer que des enfants pour qui le contrôle comportemental est compliqué ont également des difficultés en termes de prosocialité. Et donc là, pareil, on peut l'imaginer, parce que quand on a du mal à contrôler son comportement, du mal à contrôler ses émotions, c'est difficile de pouvoir se mobiliser pour pouvoir venir en aide à autrui. Alors ensuite, la prise de perspective et l'empathie ont également un rôle à jouer, il semblerait, dans la mise en place du comportement prosocial et la mise en place de l'altruisme. Donc ça passe par le fait de comprendre que les autres peuvent avoir des pensées différentes des nôtres. Et donc, un terme que vous avez peut-être entendu, qui est la théorie de l'esprit, c'est vraiment ça. La théorie de l'esprit, c'est pouvoir se représenter les états cognitifs et affectifs des autres, même dans le cas de fausses croyances. Donc c'est aussi comprendre que la personne en face de moi peut croire quelque chose qui est différent de moi et peut croire quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Et donc là, on voit qu'il y a un lien, au moins dans la petite enfance, et que ça semblerait être vraiment une sorte de base au développement prosocial,
de pouvoir comprendre en fait que les autres pensent différemment de nous et pouvoir se représenter ce que quelqu'un d'autre pense et se représenter ce que quelqu'un d'autre ressent. Ça semblerait être un prérequis quand même dans la petite enfance du moins pour aider et assister quelqu'un. Et donc ça va un peu main dans la main avec cette idée d'empathie, qui est la capacité à s'identifier à autrui et à ressentir ses émotions. Et c'est une hypothèse assez majeure qui a été développée par Batson, que l'empathie a un rôle à jouer dans la motivation à agir de manière altruiste. Donc la motivation à venir en aide, à soutenir quelqu'un, à lui apporter du réconfort. Donc tout ça, c'est des exemples de façon d'agir de manière prosociale. Mais ça nécessite aussi un certain contrôle comportemental et contrôle des émotions dont on a parlé, pour justement pas se laisser envahir par l'émotion d'autrui et pouvoir lui venir en aide efficacement, on va dire. Donc vous voyez à quel point tout fonctionne un peu ensemble, en un tout, pour que la prosocialité puisse se déployer chez l'enfant. Et finalement, quand on a une capacité à s'identifier à autrui, à ressentir ses émotions, on peut aussi repenser à ce qu'on a vécu, nous, par le passé. Donc il y a plein de différents types de mémoire, mais moi je vais vous parler de la mémoire autobiographique spécifiquement, qui sont les informations et les souvenirs spécifiques à un individu, et qui sont très importants car elles forment le sentiment d'identité. Et donc, il semblerait quand même que ce souvenir d'avoir été prosocial ou ce souvenir d'avoir été gentil sera un premier pas vers l'action altruiste. Donc, je voulais vous présenter cette étude que je trouvais intéressante de Tassimi Young en 2016, donc avec des enfants de 6 à 8 ans. Et ce qu'ils ont fait, c'est que donc, ils ont donné à chaque enfant, en arrivant, 5 autocollants, en les remerciant d'avoir participé à l'étude. Et ensuite, les enfants étaient mis dans différents groupes. Donc, dans un des groupes, les enfants devaient rappeler un moment où ils avaient été gentils avec quelqu'un. Dans le groupe que vous voyez juste à côté, il fallait qu'ils rappellent un moment où ils avaient été méchants avec quelqu'un. Le groupe suivant, un moment où ils avaient regardé un film. Donc là, c'est ce qu'on va appeler la condition contrôle. Là, on ne va pas leur demander de rappeler des souvenirs personnels d'avoir été gentils ou méchants. Un moment pour l'autre groupe où ils se souviennent de quand quelqu'un d'autre a été gentil avec eux. Donc là, ils ont été récepteurs de la prosocialité et non pas acteurs. Et enfin, dans le dernier groupe, on leur a demandé de rappeler 3 différents moments où ils avaient été gentils avec quelqu'un. Donc là, vous le voyez finalement assez clairement. Il y a une différence, vous voyez la première et la dernière colonne et les 3 autres, parce qu'ensuite, on leur dit « Ah, alors il y a un enfant qui ne fait pas l'expérience, le voici, il montre une photo, et ils disent « Tu as la possibilité de partager tes stickers avec lui. Donc je te donne une enveloppe, et tu peux décider d'en mettre autant que tu veux dans l'enveloppe, je ne regarde pas, je reviendrai. » Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui étaient dans le groupe où ils devaient rappeler un moment où ils avaient été gentils avec quelqu'un, ou 3 instances où ils avaient été gentils avec quelqu'un, donnaient plus de stickers en moyenne que dans les autres groupes. Et donc ça nous montre quand même que le fait de se souvenir d'avoir été gentil semblerait avoir un lien, en tout cas avec la prosocialité subséquente, le fait, et pour le coup l'altruisme, parce que là c'est une mesure classiquement utilisée pour mesurer l'altruisme, ce don de stickers sans rien en retour. Et de manière assez intéressante, le dernier groupe, vous vous demandez peut-être pourquoi il y avait un groupe où on leur a demandé de dire 3 souvenirs où ils avaient été gentils avec quelqu'un. C'est parce que chez les adultes, cette notion de crédit moral, où en fait, plus on se souvient de moments où on a été gentil avec les autres, on se donne l'autorisation d'être un peu moins sympa derrière. Voilà. Et visiblement, ce n'est pas le cas chez les enfants. Alors, donc, on a parlé de l'émergence de la prosocialité et du rôle de la cognition. Et maintenant, du coup, je voudrais aborder cette question que moi, je me pose du cinéma en tant qu'entraînement aux citoyens en devenir et en tant qu'entraînement à la prosocialité. Alors, on va parler déjà du film. Alors, aux États-Unis, il y a eu une vague d'études dans les années 90 sur le contenu prosocial dans les dessins animés, surtout dans la programmation pour enfants. C'est un moment où je pense que tout le monde s'est un peu rendu compte que les enfants regardaient quand même la télé, ils regardaient quand même pas mal la télé, et que bon, peut-être qu'on pouvait mettre en place du contenu
un peu plus prosocial pour eux, avec, pour ceux qui connaissent, Sesame Street, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la rue Sésame, je crois. Donc pas mal de programmation comme ça. Et donc il y a eu des études dans ce sens et qui tendaient à montrer qu'il y avait un impact du contenu prosocial sur la prosocialité derrière. Et après, il y a eu un petit trou dans les recherches, mais il y a eu une recherche plus récente qui a été faite, qui a quand même montré que quand on montrait aux enfants des clips Disney avec une action prosociale versus des clips Disney sans action prosociale. Alors, c'est pas facile de trouver des clips Disney sans action prosociale. Il y a une étude qui a montré qu'il y avait une action prosociale par minute dans les films Disney. Voilà, donc ils ont réussi à en trouver. Et ils ont montré que ça motivait la prosocialité derrière quand les enfants avaient vu un clip avec une action prosociale. Donc, on peut se poser la question de l'influence du contenu de ce que regardent les enfants. Mais aussi, plus que ça, se demander si justement le film ne peut pas être une manière de tester des comportements en se mettant dans la peau d'un personnage. Et cette idée d'une immersion sans les conséquences. Alors, pas sans les conséquences émotionnelles, parce que bien évidemment, on a des conséquences émotionnelles quand on regarde un film, mais sans les conséquences, on va dire, regarder un enfant qui, je ne sais pas, casse quelque chose. Alors, on n'a pas, nous-mêmes, en regardant, les conséquences d'avoir cassé quelque chose. Et donc, il y a des études quand même là-dessus, mais qui ne traitent pas du film, mais je pensais que ça serait intéressant de vous les présenter quand même, qui traitent plus de la fiction écrite, et qui tendent à montrer qu'il y a effectivement une immersion qui se fait. Et donc là, cette étude de Kidd et Castano, qui était au niveau de la lecture d'œuvres littéraires, et qui montrait que la lecture d'œuvres littéraires tendait à augmenter, ou en tout cas augmenter sur le long terme, les capacités de théorie de l'esprit, donc les capacités vraiment à imaginer les pensées d'autrui, les émotions d'autrui. Et une autre étude qui était assez intéressante, mais cette fois chez l'adulte, donc, qui était de Speer et collaborateurs, qui, en fait, ce qui s'est passé, c'était une étude donc, en IRM fonctionnel. Donc, les participants, en fait, dans l'IRM, lisaient des petits textes, des petits passages où il se passait un certain nombre de choses. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est que quand il y avait un changement d'objet, donc dans certains cas, c'était de tirer sur un store, dans d'autres cas, c'était de jouer au baseball, il y avait quand même une activation au niveau du cortex moteur. Donc là, j'ai entouré en jaune, vous voyez, c'est la partie un peu vert foncé. Donc il y a une sorte de simulation cérébrale de l'action qui se fait. Et donc on pourrait penser vraiment à cette idée d'immersion, finalement, quand on lit de la fiction, et donc pourquoi pas quand on regarde un film. Mais on a parlé de cognition tout à l'heure, et du développement cognitif de l'enfant. Finalement, avant l'immersion, il faut quand même pouvoir mettre en place tous ces éléments cognitifs dont on a discuté. Et donc, je voulais vous montrer 2 petits clips. Je ne sais pas si vous avez vu la version de 1971 de Charlie et la chocolaterie. Moi, j'adore cette version. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas trouver des clips qui étaient intéressants par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc, déjà, en fait, avant l'immersion, il faut quand même pouvoir percevoir et faire attention. Et donc là, je vais vous montrer un exemple. Alors, je ne vais pas mettre le son, comme ça, je peux parler en même temps. De l'importance de l'analyse visuelle, de l'attention, mais aussi de la flexibilité attentionnelle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir poser un peu son attention sur un élément, puis changer pour aller poser son attention sur un autre élément. Donc là, vous voyez, finalement, il faut pouvoir voir que tous les visages se tournent, vers quoi se tournent les visages, pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Et donc là, vous allez voir, donc là vraiment, c'est l'analyse visuelle des visages, des émotions des visages, voilà, de cette attente sur les visages, est vraiment importante pour comprendre la scène. Et donc là, on a Willy Wonka qui sort. Et c'est là que quelqu'un qui ne fait pas attention au personnage, à tous les attributs du personnage, vous allez voir, finalement va rater la scène et rater ce qui va se passer.
alors que c'est une scène qui est assez chargée visuellement. Et j'ai pas mis le son, mais qui est aussi chargée sur le plan sonore. Il faut pouvoir inhiber le petit subscribe en bas à droite. Mais... Donc là, faites bien attention. Voilà. Et donc, il faut quand même avoir bien fait attention au fait qu'il laissait sa canne. Et pour la petite histoire, en fait, les acteurs eux-mêmes ne savaient pas qu'il allait faire ça. C'était donc la surprise pour tout le monde. Donc la surprise qu'on lit sur les visages, en fait, est une vraie surprise et pas du tout une surprise simulée de la part des acteurs, ce que je trouvais assez sympa. Mais donc voilà, pour vous montrer à quel point l'attention est importante pour pouvoir vraiment rentrer dans la scène et pouvoir vivre la scène et vivre pleinement l'émotion de la scène. Et donc de la même manière, on voit à quel point les capacités d'empathie, donc de théorie de l'esprit, mais aussi de mémoire autobiographique peuvent nous servir à rentrer dans une scène. Donc là, c'est la scène où le grand-père de Charlie lui offre le chocolat. Et donc, ce n'est pas la scène où il trouve le ticket doré. Et donc là, on se sert finalement de nos souvenirs, de notre mémoire autobiographique. Je pense qu'on se souvient tous d'avoir ouvert un cadeau avec toute l'excitation d'ouvrir un cadeau d'anniversaire et l'attente de ce cadeau, de quand on le déballe. Donc là, la mémoire autobiographique joue. Et ensuite, on utilise nos capacités de théorie de l'esprit et d'empathie pour se mettre à la place des personnages. Donc là, il suffit de regarder les visages. Donc là, vous voyez, il ouvre le chocolat. Là, on voit, même par le mouvement des épaules, l'attente, l'excitation. Et alors, après, on le voit dans le débit de parole aussi, c'est qu'il parle beaucoup plus vite ici qu'après. Donc là, il ouvre. Et regardez bien les visages, donc surtout de la maman qui va être au fond. Donc là, rien qu'en regardant le visage, même sans le son, on arrive bien en fait à imaginer quel est leur ressenti. Vous voyez la maman derrière, la façon dont elle se tient, la façon dont elle regarde. Et là, on fait appel à nos capacités de théorie de l'esprit et aussi d'empathie pour pleinement rentrer dans la scène. Donc, voilà, on voit à quel point le film, du coup, peut nous donner cet entraînement quelque part à la prosocialité par tous les aspects cognitifs qu'on y déploie. Mais donc il n'y a pas que le film, mais il y a aussi le lieu cinéma. Et le lieu cinéma, c'est un lieu quand même particulier. C'est une expérience sensorielle qui est assez unique et qui est vraiment impossible à domicile. Donc Olivier Pascalis vous l'a bien expliqué avec le champ visuel. Alors effectivement, on n'a pas d'écran comme ça chez nous, ou tout le monde n'a pas un écran comme ça chez eux, peut-être que certaines personnes en ont un. C'est une expérience auditive unique, c'est une expérience unique aussi sur le plan de l'assise. Voilà, donc sur tous les plans, c'est une expérience qui est impossible à domicile. Et donc c'est un lieu unique, et c'est un lieu qui a ses normes, c'est des normes bien établies. Finalement, plus on y va, plus on comprend quelles sont les normes, même si ce n'est pas des règles qui sont évoquées très ouvertement. On apprend finalement de manière ludique quand on est enfant et qu'on va au cinéma, comment vivre ensemble et quelles sont les choses qu'on peut ou qu'il vaut mieux pas faire quand on est au cinéma. Par exemple, se lever et bloquer la vue de la personne derrière nous, ou alors on peut rigoler, mais il y a certains moments où il faut quand même pas faire trop de bruit pour pas gêner les voisins d'à côté. Et donc, d'abord, les enfants comprennent ces règles, ensuite, ils apprennent à les respecter, mais ensuite, ils apprennent à les apprécier. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que tout ça se fait de manière plutôt ludique, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment tous faire, aller au cinéma, les enfants adorent aller au cinéma, et finalement, ils apprécient appliquer ces normes-là, ils apprécient que tout le monde les respecte pour passer un bon moment. Et là, on voit à quel point l'attention et le contrôle comportemental viennent jouer un rôle, justement pour que ces normes soient bien mises en place et qu'elles soient bien appliquées par tous. Et ce qui est intéressant, quand on regarde donc, chez l'enfant, c'est que donc, à partir de 2 ans, les enfants ils peuvent
comprendre, voire respecter certaines normes. Mais à partir de 3 ans, ils ont une vraie volonté de faire respecter les normes par autrui. Ce qui fait qu'on se dit que peut-être qu'ils sont prêts vraiment pour faire appliquer les normes au cinéma et faire de cette expérience une expérience encore plus sympa. Donc je voulais vous présenter cette étude de 2008 où les enfants en fait, étaient mis dans une condition où ils jouaient à un jeu qui avait été inventé. Et donc, eux comprenaient bien comment se passait le jeu, mais ce n'était pas un jeu qu'ils connaissaient avant. Donc, c'était un jeu qu'ils découvraient, on leur présentait. Et ensuite, ils étaient face à une peluche qui voulait faire autrement que ce qu'on leur avait expliqué. Et ce qu'on voit, c'est donc qu'ils ont testé les enfants de 2 et de 3 ans. Parce que les enfants de 2 ans ici, alors ils avaient plusieurs façons de protester face à la peluche qui ne faisait pas ce qu'il fallait. Donc soit ils disaient non, pas ça, et donc ça c'était considéré comme une protestation impérative, donc c'était impératif, ou alors ils disaient non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc ça c'est normatif. Donc vous voyez la différence, c'est non, fais pas ça, c'est vraiment impératif, mais on ne dit pas vraiment pourquoi. Et le non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est par rapport à la norme du contexte du jeu. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants de 2 ans, ils vont être vraiment sur l'impératif à dire non, fais pas ça, alors qu'à partir de 3 ans, il y a une vraie volonté de faire respecter la norme du contexte. Donc de dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, non, tu ne dois pas faire comme ça. Et là, on voit que justement, ces enfants, donc à partir de 3 ans, ils ont cette capacité à comprendre les normes dans un contexte donné et à essayer de les faire appliquer par autrui. Et donc ça, je pense que c'est assez intéressant d'imaginer donc, comment des enfants spectateurs, finalement assez jeunes, peuvent comprendre des normes contextuelles et essayer entre eux de les faire appliquer. Et je voulais aussi poser un peu cette question finalement de est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine médiation naturelle qui se ferait par l'expérience de groupe quand les enfants vont au cinéma ensemble. Donc que ce soit un groupe classe ou alors un groupe d'enfants qui ont des relations amicales. Parce que quand on va au cinéma, on a tendance, même quand on est adulte, on a tendance à raconter ce qu'on a ressenti, les uns et les autres, mais aussi comprendre qu'un autre a pu comprendre une scène différemment. Voilà, comprendre que peut-être que quelqu'un n'a pas compris ce qu'on a compris nous d'une scène, et donc expliquer son point de vue. Donc il se passe plein de choses finalement, parfois pendant, mais aussi après le film, quand les enfants sont en groupe. Et donc tout ça va impliquer la mémoire, donc la mémoire des scènes, qu'est-ce qui s'est passé, la théorie de l'esprit, donc comprendre qu'un autre a pu comprendre différemment et peut-être qu'il a mal compris, et donc les capacités narratives, mais je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là. Voilà, donc on voit à quel point toutes ces capacités cognitives en fait, viennent collaborer pour que les enfants puissent vraiment ensuite avoir cette expérience du film, l'expérience du lieu, et pouvoir en parler ensemble. Et donc je voulais terminer sur cette image que je trouvais intéressante, un peu du forum antique, qui était un lieu de rencontre, un lieu d'échange, mais parfois un lieu d'apprentissage aussi. Certaines classes avaient lieu sur le forum, et il me semblait que finalement, à la lumière de la prosocialité, à la lumière de la cognition, le cinéma est un peu comme un forum pour l'enfant. Un lieu où il rencontre, un lieu où il peut échanger, et aussi un lieu où il peut énormément apprendre. Et c'est aussi une sorte, comme le dit Edgar Morin, le sociologue et philosophe, une aventure humaine. Et à mon sens, s'il y a bien un endroit où l'enfant peut faire l'expérience des émotions, de la cognition et de l'altruisme de cette aventure humaine, c'est bien au cinéma. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, j'aurais une question concernant l'expérience que vous avez montrée des marionnettes pour le comportement prosocial et le comportement antisocial, où Oui. l'éléphant doit ouvrir la boîte et si le chaton ouvre ou ferme. Oui. Alors vous avez bien expliqué que, bon, effectivement, il y a un chat noir et un chat orange, mais vous alternez de qui fait quoi, qui fait l'action. Oui. Mais vous avez pas, il n'y a pas un risque que justement le fait est qu'il y ait 2 chats différents pour faire une action différente va induire l'enfant en erreur en disant qu'il y en a un forcément qui est bon et l'autre qui est mauvais. Il n'aurait été pas intéressant effectivement que ce soit le même chat
qui est présente dans les deux actions différentes? Alors après, le problème, c'est que si c'est le même chat, l'enfant a du mal à choisir derrière, parmi les deux marionnettes. En fait, la raison pour laquelle les marionnettes sont assez différenciées sur le plan de la couleur, c'est pour que l'enfant derrière puisse sélectionner la marionnette qu'il a préférée, parce qu'en fait, si on met la même marionnette dans les deux conditions, l'enfant ne saura plus dire quelle marionnette a aidé et laquelle a empêché, malheureusement, si elles se ressemblent. Et donc, le choix sera un peu plus compliqué. Enfin, sera compliqué. Je ne sais pas si... En fait, si la marionnette est exactement la même, par exemple, si je mets 2 bouteilles d'eau qui sont les mêmes et qui font des choses différentes, mais qu'après les 2 événements, je mets les 2 bouteilles d'eau devant l'enfant, c'est compliqué de savoir laquelle a été impliquée dans quel événement, si elles se ressemblent. En fait, c'est simplement ça, c'est surtout pour que les enfants puissent différencier quelle marionnette était celle qui a aidé et laquelle était celle qui a empêché avant de faire le choix. Après, je ne sais pas si c'était bien ça votre question, pour la différence des... Oui, mais c'est par rapport à quelle tranche d'âge vous disiez? Alors là, c'était des enfants de 2-3 ans. De 3 ans. Bonjour. Concernant les comportements altruistes, je voulais savoir s'il existait des différences selon les sexes des enfants. Alors, c'est une bonne question. On retrouve une certaine différence chez les enfants qui... Alors, les études tendent à montrer qu'il y a plus de comportements altruistes chez les filles que chez les garçons à un certain âge. Ce n'est pas le cas dans toutes les recherches. Donc, il y a des recherches qui sont un peu contradictoires là-dessus et qui aussi tendent à montrer que à l'adolescence, ça change énormément. Par contre, on retrouve moins cette différence au niveau du comportement. Mais voilà, chez les petits... Il y a de ça. Alors après, on peut se demander quel est le rôle des normes morales ou sociales qui sont inculquées aux petites filles versus ces petits garçons. Ça pose plein de questions sociétales derrière. Mais en tout cas, il semblerait que dans différentes cultures, on trouve cette différence-là. Mais ce n'est pas toujours très, très franc. D'abord, merci pour votre exposé. C'était vraiment absolument formidable et je suis très impressionnée parce que vous avez fait le lien sur ce que nous avons vécu aux enfants de cinéma. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé à quelque chose qui est rentré dans les mœurs, qui est l'apprentissage des normes. Que les enfants apprennent, quand ils rentrent dans un espace qui s'appelle la salle de cinéma, que c'est un espace coupé du reste, qui a ses normes spécifiques. Et ce qui est absolument formidable, c'est que les enfants de cinéma ont commencé ça en 1994 et que maintenant, des gens qui ne font pas partie d'écoles de cinéma ou des enfants de cinéma ou de passeurs d'images font ça dans leur cinéma. C'est-à-dire que c'est rentré dans la gestion de la présence d'enfants dans les cinémas. Donc nous, on a fait, comme M. Jourdain, de la prose sans savoir qu'on faisait de la prose. Et c'est ce que vous apportez, c'est important pour nous parce que ça veut dire qu'il y a un fondement théorique qu'on peut rejoindre entre cette pratique qui a été celle des enfants de cinéma et d'autres pratiques à trouver par rapport à la question de la présence des enfants. Et votre notion du forum, elle est vraiment très, très intéressante. Merci, vraiment. Bon, merci à vous. Oui, pour compléter ce que disait Carole. Moi, j'avais une question. Vous avez vous-même vécu l'expérience des dispositifs école ou collège ou lycée en cinéma ? Alors non, moi j'ai des petits au cinéma. Moi j'ai déjà amené des groupes de tout petits au cinéma, mais pas les plus grands. Parce que vous entrez parfaitement dans ce qu'on a voulu, construire dans notre expérience, voilà. Et juste, je voulais vous demander d'ajouter peut-être à l'expérience de la salle l'effet du nombre, l'effet d'être seul dans le noir, mais avec les autres. C'est très très important, c'est unique, et ça on le rencontre pas chez soi. C'est vrai. Surtout si on a une expérience un peu solitaire face à l'écran. Tout à fait. Oui, effectivement. Ça ajoute aussi à l'expérience un peu magique et très différente pour les enfants. Oui. Et Lucie, elle était pas encore en France, je pense, à l'âge des expériences des enfants de cinéma. Donc c'est pour ça que... c'est vrai. J'étais aux États-Unis où le contenu prosocial passe par la programmation télé. Voilà. Bonjour. Du coup, c'est un peu maladroit la manière comme je vais le dire parce que bon, je suis pas très à l'aise pour formuler les phrases, mais je trouvais que l'exposition était vraiment super intéressante. Mais moi, la manière comme j'ai vécu les films, c'était toujours une expérience très solitaire. C'est très rare que je me suis senti connecté avec les gens quand j'étais dans les salles de cinéma et jusqu'à maintenant aujourd'hui.
Mais je voulais savoir si le fait enfin, cette expérience sociale par rapport au fait de faire découvrir des sensations aux jeunes ne faisait pas que... Enfin, je veux dire, quand on vit une expérience au cinéma, souvent elle est très forte selon les personnes. Est-ce que ça rendait pas aussi un peu la vie réelle un peu moins belle ou un peu plus plate? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, je ne connais pas d'études sur le sujet, mais après, il y a certaines études qui sont sur l'imaginaire, que je ne connais pas très bien, donc je ne vais pas trop pouvoir vous répondre là-dessus, mais ça existe, et je pense que c'est intéressant de se poser la question un peu de la vie imaginée, de la vie interne, mentale qu'on peut avoir, et de la confrontation au monde réel, et parfois des différences que ça peut créer en termes d'humeur, d'émotion. Donc c'est un sujet que je ne connais pas très bien, mais que je trouve très intéressant. Ok, merci. Merci. Alors, je vais en profiter pour poser une question. Je me demandais justement, tout à l'heure on voyait avec l'exposé d'Olivier Pascalis qu'il y a des sensibilités de certains enfants à des différences. Par exemple, les enfants sont capables d'extrapoler des traits féminins au sein de leur groupe proche, mais pas forcément des visages d'ethnie qu'ils ne connaissent pas. Et dans la prosocialité, il y a évidemment chez l'adulte, on sait qu'il y a des distinctions entre des groupes sociaux, par exemple, qui motivent au sein de son groupe des comportements prosociaux, mais pas au sein de personnes d'autres groupes, par exemple. Et je voulais savoir si cette notion de groupe, elle apparaît déjà chez les enfants, et si oui, à quel âge on observe ces différences. Alors oui, elle est très présente. Et dès le plus jeune âge, dès l'âge de maternelle, on voit qu'il y a quand même une vraie différence entre le groupe d'appartenance et le groupe un peu externe. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, ils sont capables de corriger aussi leurs biais, d'avoir une sorte de recul par rapport à leurs préférences. Et quand on leur en donne l'opportunité, en tout cas dans des paradigmes expérimentaux, de se corriger. En fait, quand ils ont montré une préférence pour leur groupe d'appartenance dans un don, notamment, parce que comme je vous dis, c'est souvent comme ça qu'on teste l'altruisme, en fait, c'est avec des dons spontanés, c'est qu'on va donner à un enfant un certain nombre de choses, des petits cadeaux, des petits stickers, on leur donne l'opportunité d'en donner à quelqu'un d'autre, et donc on peut manipuler finalement qui est le receveur, que ce soit quelqu'un du groupe ou pas quelqu'un du groupe. Et donc les enfants vont préférentiellement donner plus en fait, aux membres de leur groupe, mais après, ils sont capables quand même, à partir de l'âge de 6 ans, d'avoir un recul par rapport à ça, et quand on leur donne l'espace pour avoir le recul et on leur donne la possibilité de corriger, ils peuvent aussi se corriger. Donc voilà, je trouve que ça donne un certain espoir, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un gros effet de groupe dès l'enfance. Moi, c'est par rapport à ces notions de groupe. Donc, chez le jeune enfant, on va avoir des créations d'endogroupes, d'exogroupes, et c'est quelque chose de flexible. C'est-à-dire l'endogroupe, ça peut être les gens qui parlent ma langue, les gens qui me ressemblent, ça peut être c'est ce que tu as dit tout à l'heure sur, en réponse, des groupes de filles, des groupes de garçons, à partir des différences dans le genre, etc. Et est-ce que, d'une certaine manière, à un certain âge, aller avec son groupe à soi au cinéma ou aller dans une salle, c'est vivre une expérience, et cette expérience en fait crée un sous-endogroupe. Est-ce qu'on peut voir ça comme cette notion de groupement est quelque chose de tellement flexible qu'on est content parce qu'on a vécu quelque chose avec quelqu'un, donc en fait ça crée un lien particulier, donc ça recrée un autre endogroupe dans l'endogroupe. Moi, j'aurais tendance à dire oui, notamment parce que quand on regarde justement les études sur l'altruisme chez les ados, et on voit, c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à avoir un consensus, c'est que cette notion de quel groupe est tellement différenciée, c'est que pour les ados, c'est tellement flexible, c'est que je peux faire partie d'un groupe pour une chose, mais finalement d'un autre groupe pour autre chose. Et donc le comportement altruiste, il est très difficilement caractérisable chez les ados, juste parce qu'il est tellement labile et flexible et fluide. Donc effectivement, je pense que ça peut être intéressant. Je peux ajouter quelque chose. En fait, il y a des études qui ont été faites chez l'adulte, déjà. C'est vis-à-vis des biais racistes, par exemple. Donc on peut avoir des marqueurs cérébraux de ces biais racistes quand on perçoit des visages de couleurs différentes en fonction de son appartenance justement à ces groupes. Et ce qui a été montré, c'est que si on fait un jeu ensemble et qu'on mélange les couleurs de peau, on va avoir un changement justement d'endogroupe. Donc c'est effectivement une notion très flexible. Et chez l'enfant, ces appartenances de couleurs de peau, par exemple, au début n'existent pas. Donc c'est toujours cette histoire de choix de marionnettes.
Et on peut changer la peau. Alors là, c'est avec des photos de personnages qui offrent des marionnettes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de préférence chez le tout petit. Et que cette préférence va arriver un peu plus tardivement. Donc c'est un apprentissage social qui va ensuite disparaître en fonction de qui on a à la crèche, quel milieu et quel niveau d'homogénéité on a dans nos appartenances au groupe. Mais c'est effectivement extrêmement flexible. Oui, vous nous avez expliqué que du coup, ce souvenir d'avoir été gentil poussait à être gentil pour les enfants et que ça changeait à l'âge adulte. Et est-ce qu'il y a des études qui expliquent un peu justement cette transition à l'adolescence? Enfin, ça doit être à l'adolescence, je pense. Mais qu'est-ce qui fait qu'on change comme ça, en fait? Alors, je suis pas sûre qu'on change vraiment. C'est vraiment le changement avec des études à l'âge adulte, c'est vraiment sur le fait de se souvenir d'avoir été gentil plusieurs fois et ensuite de donner plus. Après, je pense aussi qu'il y a une certaine hétérogénéité dans les études là-dessus, mais que cette notion de crédit moral, peut-être que les enfants, là je spécule un peu, mais peut-être que les enfants n'ont pas forcément un recul sur leur propre cognition et leurs propres souvenirs qui permet de se dire « Ah, en fait, j'ai été sympa plein de fois, donc peut-être que là, je peux m'autoriser à l'être un peu moins. » Et donc, peut-être qu'il y a effectivement, vraiment, je ne sais pas parce que je n'ai pas d'études là-dessus, mais des capacités de ce qu'on appelle la métacognition, vraiment d'avoir du recul sur son propre comportement, ses propres actions et ses propres pensées, qui est en développement, alors que chez les adultes, il y a plus cette capacité à prendre du recul sur ses actions pour réfléchir au coup d'après. Bonjour, merci pour cet exposé. Une petite question, c'est-à-dire comment sur cet aspect cognitif de l'enfant, le monde adulte, dans son rapport, parce qu'il est quand même différent vers le nourrisson ou vers l'enfant de bas âge, petit à petit, d'une certaine manière, l'adulte se tourne quand même plus difficilement, l'adulte étranger, vers l'enfant. Est-ce que ça a Parce qu'on sent à quel niveau ce rapport au groupe, cette différenciation qui peut être faite par l'enfant petit à petit en grandissant, par rapport à la question de l'étranger lui-même vers l'enfant. Parce que moi, je trouve que l'adulte se comporte très différemment vers le nourrisson, vers le petit. Et plus il grandit, plus il s'en méfie, ou moins il va vers lui de façon spontanée. Et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ressent? Alors, c'est une bonne question. Moi, personnellement, je n'ai pas trop les réponses à ça. Je ne sais pas si d'autres intervenants les ont, mais après, les enfants je pense qu'ils sont aussi dans le milieu scolaire où ils ont les enseignants qui sont une grande présence quotidienne. Et donc après, il y a les influences des styles d'enseignement et des styles de parenting, donc la façon dont on éduque ses enfants. Mais après, sur la manière dont les adultes inconnus interagissent avec les enfants et comment ça peut affecter la prosocialité, ça, pour le coup, j'ai pas de réponse. Peut-être que Clara a quelque chose. Oui, alors c'est comme Lucie, on ne connaît pas très bien le sujet. Peut-être Olivier, il va avoir des idées pour Renan. Je vais introduire là. En fait, la question, c'est que justement, quand on connaît ou même quand on ne connaît pas par des intuitions le développement visuel, émotionnel des nouveau-nés, on a tendance à se comporter aussi d'une façon qui soit, par exemple, le baby talk en français, ça s'appelle le mamané. Donc la façon de parler avec une voix très aiguë, avec les tout petits, à se mettre très proche du visage. Donc il y a un comportement qui s'est mis en place automatique qui permet l'apprentissage chez le nouveau-né et ensuite aussi chez l'enfant. Donc dans les premières étapes d'apprentissage et de développement, il y a des comportements qui sont probablement liés. Donc on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il y a l'œuf ou la poule. Et il existe aussi une chose particulière qui fait que les adultes on se comporte différemment avec tout ce qui est petit, donc les nourrissons, mais la même chose avec leurs petits chats. Donc c'est-à-dire que le parler bébé, donc quand on parle à un enfant, on parle avec une voix un peu plus aiguë, avec un petit nom, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi avec son chat, d'accord? Avec son chat, on lui dit comment tu vas mon petit chat, d'accord? Comme ça. Et bien, on fait la même chose avec un bébé. Mais il y a aussi je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est cette notion que tout ce qui est petit, on le trouve joli, d'accord? Donc vous voyez ça sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il y avait des petits chats partout. Et les gens trouvent ça mignon. D'accord? De la même manière, on trouve un enfant mignon. À un certain âge, on arrête de les trouver mignons. Mais
là, c'est bon, ils sont mignons quand même, c'est jusqu'à assez grand. Donc l'attitude que va avoir l'adulte par rapport à un enfant pendant très longtemps est, j'oserais dire, positive, attentive. Donc au niveau des catégories, ce que je voulais dire aussi, c'est très jeunes, les enfants, vers 9 mois, commencent à faire des catégories de personnes. Mais c'est des catégories qui sont plutôt sur des bases perceptuelles. Voilà. Donc mais c'est pas forcément, on ne peut pas parler de biais, dont tu parlais, parce qu'il n'y a pas quelque chose de positif ou négatif, c'est juste je divise mon monde. Donc je fais des choses comme ça. Merci. Bonjour. Tout à l'heure, Olivier Pascalis, il parlait de processus d'imitation des enfants petits par rapport à leurs parents. Et je me demandais, quand vous parlez d'entraînement à la prosocialité là, pour le cinéma, si vous avez fait une étude qui permet de voir l'influence justement du cinéma sur la prosocialité réelle, quoi. Est-ce que, en passant par le visuel et par cette empathie par rapport au film, les enfants eux-mêmes ensuite réinvestissent dans leur prosocialité ce qu'ils ont vu ou pas? Peut-être que je suis passée à côté de l'info, désolée. Si non, alors du coup, je donnais juste l'exemple de cette étude qui avait montré qu'un clip, un court clip de film dans lequel on montre une action prosociale versus un groupe où les enfants voient un clip de film sans l'action prosociale, ça tend à augmenter la prosocialité. Mais par contre, nous, en tout cas, on ne travaille pas sur le cinéma en tant que tel. Donc on ne travaille pas là-dessus, mais on met en place un entraînement à la prosocialité, mais dans un autre cadre pour notre étude. Mais je n'ai pas connaissance d'études où vraiment, à travers un film complet, enfin, où le fait d'aller au cinéma, de regarder un film sur comment ça pourrait impacter une action prosociale derrière, alors qu'il y a des études qui sont faites où on fait faire des choses comme ça, où les personnes assistent à des événements, où ils font une expérience, et derrière, en fait, la façon dont on essaie de tester l'altruisme, c'est qu'ils sortent du cinéma et ils ont l'occasion d'aider une cause, ou ils voient quelqu'un qui a du mal à porter un sac, et on voit s'il s'arrête pour aider ou pas. C'est classiquement comme ça qu'on va mesurer la prosocialité et l'altruisme après une manipulation. Mais en tout cas, je n'ai pas connaissance d'expérience qui regarde vraiment l'impact du fait d'aller au cinéma, de regarder un film, sur la prosocialité derrière. Malheureusement, ça sera à faire. Je profite justement de cette question pour rappeler que donc il y a vraiment très très peu d'études sur le cinéma, la cognition, enfin et le lien avec les sciences cognitives. Donc l'exercice qu'on a demandé aux intervenants aujourd'hui, il est assez complexe parce que comme il n'y a pas d'études, parce que c'est très compliqué dans des façons contrôlées d'étudier ce genre de phénomène, qui soit le champ visuel avec voilà, des questions très perceptives ou plus complexes comme la prosocialité. Nous, on fait de la recherche au laboratoire dans des petits box voilà, très contrôlés. Donc on a demandé un exercice un peu particulier aux intervenants d'aujourd'hui, d'essayer de faire le pont et donner des éléments sur la cognition et le développement de l'enfant. Donc c'est un peu plus indirect comme façon de raisonner. Et donc je profite donc pour remercier Lucie pour sa présentation et votre présence.